Salut à tous, bienvenue sur Lecture non classée. Aujourd'hui c'est Hyperion de Dan Simmons. Générique. Alors Dan Simmons c'est un Américain qui est né en 1948 à Peoria dans l'Illinois. C'était un professeur de littérature pendant une dizaine d'années, jusqu'à peu près 1989. Et il a été remarqué grâce à une de ses nouvelles qu'il a écrite en 1982, Le Styx coule à l'envers, qui a gagné le concours du Twilight Zone Magazine. Ensuite, il a eu prix Hugo, prix Locus pour Hyperion en 90. Et il a complété le récit avec La chute d'Hyperion, puis Le réveil d'Endymion, et tout ça, ça forme les cantos d'Hyperion. C'est un peu compliqué, hein. Les titres des livres, ce sont des hommages au poète John Keats, qu'il cite abondamment et de manière presque obsessionnelle, hein, au cours du récit. C'est un grand fan de John Keats, Simmons. Ses prises de position très conservatrices le conduisent en 2009 à une rupture avec son traducteur français, Jean-Daniel Brech, qui s'exprime le 21 janvier 2009 sur le forum d'ActuSF de la manière suivante. Traducteur de plusieurs ouvrages de Dan Simmons, de L'échiquier du mal en 1992 à Terreur en 2008, je tenais depuis 2004 une rubrique régulière sur son site web. Ces derniers temps, j'ai été troublé, révolté et même écœuré par les propos des intervenants du forum de ce site, voire de l'auteur lui-même, qui déversait des flots de haine contre les démocrates, les arabes, les homosexuels, les écologistes, etc. C'est le 11 janvier dernier qu'est arrivée la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dan Simmons a encouragé un internaute à dénoncer au FBI une jeune Palestinienne étudiant aux États-Unis qui lui avait confié sa colère devant le massacre de Gaza et son désir de vengeance. Simmons allait jusqu'à donner le lien du site à contacter pour une dénonciation, ainsi que plusieurs numéros de téléphone, concluant son message par la phrase suivante. En fait, inutile de les contacter, je l'ai déjà fait. Je suppose que son prénom n'est pas celui que vous donnez, mais vous pourrez discuter de cela avec les agents fédéraux qui vont vous rendre visite. Dan Simmons a fermé son forum quelques jours plus tard et il explique, sans faire d'ailleurs aucune allusion à Jean-Daniel Brech, s'y être résolu en raison de nombreux dérapages verbaux sur des sujets sensibles. Bon, dans son texte, il présente ses excuses pour avoir initié certains fils et, dit-il, avoir encouragé des conflits entre participants. Ça a tous les coups, hein, c'est un trompettiste. Hein. Oui, un trompiste, enfin comme vous voulez, mais ça fait le même son. Hyperion, c'est le premier tome du cycle intitulé Les Cantos d'Hyperion. Et La chute d'Hyperion est le second tome. Ils sont absolument indissociables. Vous devez lire les deux. Endymion et l'éveil d'Endymion constituent la suite, intitulée Les voyages d'Endymion. Bon, alors là, je veux dire mon agacement, pour ne pas dire pire, devant le découpage de l'œuvre en 8 tomes. Vous rendez-vous compte, 8 tomes par les éditions Pocket. Et je ne suis pas la seule à être agacée par cette manière de faire. Bon, heureusement, depuis, d'autres éditions ont vu le jour. Hyperion exploite les thèmes bien connus de la conquête spatiale et de ses vagues successives de colonisation, des paradoxes du voyage dans le temps, de l'utilisation des trous noirs pour les déplacements d'un point à l'autre en un instant, hein, à l'autre bout de l'univers, des autoroutes de l'information, des matrices cyberpunk, du développement autonome des intelligences artificielles, de la création d'androïdes sensitifs et même de la recréation d'un personnage historique décédé à partir de ses souvenirs et de ses œuvres, etc., etc., etc. Dan Simmons intègre explicitement dans son récit les apports quantiques de Max Planck, informatique de Turing et Gordon Moore, relativiste d'Albert Einstein ou dimensionnel de Schrödinger. Il rend également hommage à Stephen Hawking en faisant de son homonyme romanesque l'inventeur des moteurs à propulsion Hawking.
Alors la situation dans la planète Hyperion est explosive. Une flotte massive d'extros, je vous dirai de quoi il s'agit, se dirige vers elle, toutes aux armes d'or, pour la détruire. Les tombeaux du temps, mystérieux temple, construits des milliers d'années avant que la planète ne soit investie par des êtres humains, sont sur le point de s'ouvrir de leur volonté propre. De plus, le Gritch, monstrueuse entité immortelle, assoiffée de sang, semble être réapparu, ne laissant sur son passage que des cadavres. Les forces territoriales ne font pas le poids et des régiments entiers disparaissent. Le peuple d'Hyperion est terrorisé, il est au bord du soulèvement général et des millions de personnes se massent sur les spatioports, en tout cas près des spatioports, pour quitter la planète en urgence. Le gouvernement, quant à lui, suit les recommandations du temple Gritchek, c'est un temple qui voue un culte à ce monstre sanguinaire, immortel, d'allure humanoïde, qui est fait d'acier, de lames, de pics, et qui arpente la planète depuis toujours. Les prêtres du temple, qui le nomment Seigneur de la douleur ou Avatar, estiment que la solution à la présente crise se trouve à l'intérieur des tombeaux du temps. Ils recommandent d'y envoyer en pèlerinage 7 personnes triées sur le volet. Au cours de leur vie respective, chacun d'eux a vécu un épisode tragique et cruel en rapport avec Hyperion. Ils sont liés chacun à leur manière au destin de la planète et au Gritch. Chacun d'eux doit conter aux autres l'histoire qui le lie à Hyperion. Commençons par le consul, le premier à apparaître dans le roman. Oh, pardon, Luc. C'est un homme d'âge mûr, à la peau tannée par le soleil, aux yeux tristes, élégant et cultivé, mélomane. Il est tout à fait capable de jouer des pièces classiques sur son magnifique piano Steinway, embarqué à bord de son vaisseau spatial noir d'ébène et aussi élégant que lui. Il a une appétence pour l'alcool, probablement liée à un passé cruel et qui s'aggrave au cours du récit. Son récit est intitulé « Je me souviens de Syrie ». Il se déroule sur la belle planète d'Alliance Maui, porteuse d'îles mobiles, très ressemblante à certaines parties de la Terre d'avant son déclin. Les eaux préservées sont peuplées de dauphins, Alliance Maui leur ayant servi de refuge grâce à des militants verts qui les ont exfiltrés des mers terriennes avant le déclin final. Sa population est plutôt paysanne et n'utilise que peu de technologie. Elle respecte la biosphère dont elle fait partie et elle est capable de communiquer avec les dauphins. Une porte distance qui permet de se rendre d'une planète éloignée à une autre en un instant est en cours de construction sur Alliance Maui et lui permettra de rejoindre l'organisation de l'hégémonie qui regroupe toutes les planètes qui désirent s'y joindre, afin de valoriser les flux commerciaux. Oui, vous avez deviné. Mais lorsque viendra le moment de juger, je vous demande de ne pas penser à moi, car mon nom n'était même pas écrit dans l'eau, comme celui de votre poète disparu, mais de penser à l'ancienne terre, qui est morte sans raison, et aux dauphins, dont les carcasses grises ont pourri au soleil, et aussi aux îles mobiles, que j'ai vues errer sans but, leurs eaux nourricières saccagées, leurs hauts fonds équatoriaux, criblés de plateformes de forage, elles-mêmes surchargées de touristes braillards, exhalant des odeurs de lotion solaire et de cannabis. Mais qui est Syrie pour le consul ? Puis, voici Lénard Hoyt, prêtre de la très ancienne Église catholique. Il est jeune, si on le compare au consul, la trentaine, mais il a un aspect prématurément vieilli. Son visage est maigre, son teint jaunâtre. Enfin bref, le jeune homme qu'il a été paraît bien loin. Son récit est intitulé « L'homme qui pleura Dieu ». À l'époque de notre histoire, l'Église catholique est tolérée à cause de son caractère bizarre et parce qu'elle est quasiment tombée dans l'oubli. Cependant, la logique jésuite est toujours aussi mordante.
Lénard Hoyt est chargé d'accompagner le père Paul Duret, archéologue, ethnologue, éminent théologien jésuite, essentiellement dans le but de surveiller son débarquement sur le spatioport d'Hyperion. C'est le journal du jésuite qui constitue la suite du récit, tragique et terriblement cruel. Cœur sensible, s'abstenir. Et nous arrivons au récit de mon chouchou, le poète Martin Silenus. Il s'intitule « Les chants d'Hyperion ». Martin Silenus est un personnage insupportable. C'est le seul pèlerin suffisamment âgé pour avoir connu l'ancienne terre. Il a passé beaucoup de temps en cryosommeil, il faut dire. Né dans l'opulence, il est expédié par sa mère vers une planète mineure autour de l'étoile de Vega. Il a alors 20 ans. Alors, le calcul de la maman, c'est le suivant, c'est liquider tous les avoirs familiaux avant la fin de la Terre et de les placer dans la banque de la ceinture, puis mettre son rejeton dans une vieille fusée infraluminique pour un voyage dont le déficit de temps se monte à 167 années. Mais erreur de la maman. Tous les contes de la Terre ont été gelés et absorbés par l'hégémonie. Oui. De plus, le cryosommeil prolongé a provoqué chez le pauvre Martin un AVC, et il se réveille sans le sou, et aphasique, c'est-à-dire incapable de formuler la moindre phrase. Ce qui est un peu regrettable pour un poète. En fait, c'est faux. Il est capable de prononcer quelques mots. Chier, putain, foufoune, merde, baiser, enfoiré, cul, pipi et caca. Ne vous en faites pas pour Martin, il va parvenir à sortir de sa terrible condition et devenir une célébrité du monde des arts grâce à son livre « La Terre qui meurt ». Mais ce succès purement commercial est bien loin du chef-d'œuvre poétique qu'il souhaite achever. Ce n'est pas difficile d'écrire à l'abattage. Entre la Terre qui meurt 2 et la Terre qui meurt 9, 6 années standards s'étaient écoulées assez paisiblement. Les recherches à faire étaient minces. Les intrigues étaient issues d'un livre de recettes. Les personnages étaient en carton. La prose sommaire et les loisirs abondants. J'en profitais pour voyager, me marier encore 2 fois, chacune de mes épouses me quittant en bons termes, mais je me lançais dans l'étude sérieuse des religions et des effets de l'ivresse, trouvant plus de consolation durable dans la dernière que dans les premières. Je gardais néanmoins ma demeure, à laquelle j'ajoutais même 6 pièces sur 5 mondes différents. Je la remplis d'objets d'art. Je donnais des réceptions. J'avais des écrivains parmi mes relations, mais nous avions tendance, la plupart du temps, à nous méfier les uns des autres et à nous tirer dans les pattes, secrètement jaloux de nos succès respectifs. Chacun de nous s'estimait artiste dans l'âme, obligé d'être commercial pour pouvoir manger, alors que les autres n'étaient que de vulgaires tireurs à la ligne. Puis, par un matin froid, alors que ma chambre s'agitait doucement dans les hautes branches de mon arbre du monde des Templiers, j'ouvris les yeux pour voir le ciel gris et constater que ma muse s'était envolée. Je n'avais pas écrit la moindre poésie depuis 5 ans. Les cantos étaient restés ouverts dans ma tour de Deneb Drey, quelques pages à peine ayant été écrites en plus de ce qui avait été publié. J'avais utilisé des processeurs de pensée pour rédiger mes romans et l'un d'eux s'activa automatiquement lorsque j'entrai dans ma chambre de travail. « Bordel !» afficha-t-il. « Qu'est-ce que j'ai donc fait de ma foutue muse ?» Où donc trouver sa muse? Sol Weintraub, érudit, et son bébé. Voici probablement le récit le plus émouvant d'Hyperion, intitulé « Amer est le goût du lété ». C'est un nom venant de la mythologie. Selon les poètes anciens, c'est le fleuve des enfers où les ombres des morts allaient boire
pour oublier le passé. Il est étrange de voir un personnage entamer une telle aventure avec un enfant nouveau-né dans ses bras. Nous parlons là de Rachel, la fille de Saul et de sa femme Sarai. Leur planète d'origine est Barnard, l'une des plus anciennes planètes de l'hégémonie, d'un ennui mortel, avec ses champs de maïs, de haricots, de blé, ses rizières à perte de vue. Saul est un universitaire, un chercheur en évolution de l'éthique dans le comté de Crawford, décrit par l'un de ses collègues comme le 8e cercle de la désolation sur le plus infime furoncle au cul de la création. Oh Bertrand, my dear! Oh, mais alors, c'est amusant parce que une partie du récit se passe dans votre ville natale. Oh, c'est drôle ça! Saul est obsédé par un rêve récurrent. Il épongeait la sueur de son front lorsqu'une voix retentissante, venue de nulle part, lui dit « Saul, prends ta fille unique, Rachel, que tu aimes, et rends-toi sur le monde qu'on appelle Hyperion pour l'immoler par le feu à l'un des endroits que je t'indiquerai. » Fedman Kassad avait grandi dans un contexte de pauvreté et de mort précoce. Membre d'une minorité qui portait encore le nom de Palestinien, il avait vécu, avec sa famille, dans les taudis de Tarsis. Exemple vivant du stade ultime de déchéance auquel peut arriver un être humain dépossédé de tout. Chaque Palestinien du Retz, et d'ailleurs, portait en lui la mémoire culturelle d'un siècle de combat couronné par un mois de triomphe nationaliste, juste avant que le djihad nucléaire de 2038 ne balaye tout. Ce fut alors le début de leur seconde diaspora, qui devait durer 5 siècles, et les conduire, leurs rêves ayant pris fin avec la mort de l'ancienne Terre, sur des mondes déserts tels que Mars. Kassad, comme tous les autres garçons des camps de regroupement de Tarsis Sud, était obligé de se joindre à une bande ou de se résigner à être la proie de tous les prédateurs improvisés du camp. Il avait choisi les bandes. Avant d'atteindre l'âge de 16 années standard, il avait déjà tué un rival. Et nous passons au récit du combattant, le colonel Fedman Kassad. Son récit commence ainsi, il s'intitule « Les amants de la guerre ». C'est durant la bataille d'Azincourt que Fedman Kassad rencontra la femme qu'il allait passer le reste de sa vie à essayer de retrouver. Fedman deviendra un héros de la guerre avant d'intégrer le groupe des pèlerins. Et cette femme, Moneta, eh bien, il la rencontre lors de simulations de grandes batailles du passé, telles qu'Azincourt ou Verdun. C'est également une combattante et l'un des personnages les plus mystérieux d'Hyperion. Quant à ce récit, c'est le plus torride de tous les cantos d'Hyperion. Oui, oh, ça va, toi, calme-toi, t'as juste embrassé ta sœur. Hein. Le Templier, Et Mastin, n'a pas de récit. C'est le commandant du vaisseau arbre templier Yggdrasil. On l'appelle également la voix de l'arbre authentique. Sa haute silhouette est drapée de la tête aux pieds et on distingue vaguement des traits orientaux sous son capuchon. C'est son fabuleux vaisseau qui va conduire le groupe sur Hyperion et semble destiné à évacuer les habitants de la planète. Et voici une héroïne, une vraie, Braun Lamia, détective. Voici l'ennemi acharné du poète Martin Silenus, dont elle ne supporte pas le cynisme et l'arrogance. Son récit, le plus romantique de la saga, s'intitule « Le long adieu ». Braun est une célèbre détective privée, ex-citoyenne de la planète Lucius, où la gravité est de 1,3 G. Elle est donc d'assez petite taille, hein, trapue, et sa musculature est puissante.
Un client énigmatique, mais absolument superbe, lui demande de l'aide dans l'élucidation d'un meurtre. Bon, rien d'anormal, jusqu'à ce qu'il lui déclare que la victime, c'est lui-même. C'est principalement ce récit qui rend hommage au poète John Keats, tout en nous propulsant dans une ambiance cyberpunk tout à fait inattendue. Johnny, son vrai nom était un ensemble codé de chiffres, de lettres et de rangées de zéros plus longs que mon bras, était un cybride. J'avais déjà entendu parler des cybrides, comme tout le monde. J'avais même un jour accusé mon ex-mari d'en être un. Mais je ne m'attendais pas à en rencontrer un, ni à me retrouver assise en face de lui dans la même pièce, ni à le trouver si foutrement séduisant. Johnny était une intelligence artificielle. Sa conscience, son ego, appelez ça comme vous voudrez, flottait quelque part dans un infoplan de la méga-infosphère du technocentre. Habituellement, les IA font leurs affaires avec les humains et leurs machines uniquement par l'intermédiaire de l'infosphère. Ils peuvent créer des holos interactifs, si le besoin s'en fait sentir. Les cybrides sont quelque chose d'encore différent. Fabriqués à partir de matériaux génétiques humains, ils nous ressemblent beaucoup plus dans leur aspect physique et leur comportement que de simples androïdes. Et des accords très stricts entre l'hégémonie et le technocentre limitent sévèrement le nombre de cybrides en circulation. Je regardais mon Johnny de plus près. Du point de vue d'une IA, le corps splendide et la personnalité fascinante assis en face de moi ne devaient être qu'un prolongement parmi beaucoup d'autres. Quelque chose de plus complexe, mais pas plus important que les milliers de terminaux, capteurs, manipulateurs, engins autonomes ou télécommandés qu'une IA devait utiliser au cours de sa journée de travail. La destruction d'un Johnny ne devait pas troubler cette IA davantage que, pour moi, la perte d'une rognure d'ongle. Hyperion est un récit tragique, certes, où les pages de poésie côtoient des moments d'une violence inouïe. Mais non dénué d'humour, grâce notamment à la présence dans le groupe du poète Martin Silenus, au langage fleuri. Tiens oui, je le verrai bien là-dedans. Il est divisé en plusieurs sous-récits qui abandonnent l'intrigue principale pour se concentrer à chaque fois sur l'un des pèlerins, suivant la structure des contes de Canterbury de Chaucer. On note des différences captivantes de ton et d'ambiance entre chaque récit, jusqu'à obtenir une sorte de scénario de buddy movie, de film de potes. On n'est pas étonné pour un littéraire tel que Simmons que son ouvrage soit bardé de références poétiques. Alors,
pour ceux qui connaissent, hein, William Butler Yeats, Geoffrey Chaucer, Ezra Pound et surtout John Keats. Alors, parlons un peu de John Keats. L'Hyperion original est une épopée inachevée, œuvre majeure de ce poète romantique anglais, publiée en 1820. Elle raconte le désespoir des titans après leur défaite face aux divinités olympiennes. L'écriture et l'abandon de cette œuvre correspondent pour Keats à la période qui suit la maladie de son frère cadet, Tom, qui est mort de la tuberculose au printemps 1818. Keats s'était occupé de lui une année durant, et c'est durant cette période que le poète a ressenti les premiers signes de la maladie qui allait l'emporter à son tour. Cette période est dépeinte d'ailleurs avec beaucoup d'émotion par le film de Jane Campion, Bright Star, avec Abbie Cornish et Ben Whishaw. La détective du groupe, donc Brown Lamia, est nommée en référence à Fanny Brown, l'amour ultime de Keats. Et Lamia, éperdument et fatalement amoureuse de Lycius dans son Hyperion. L'histoire de Brown et Johnny, tout du moins dans la scène de leur rencontre, des petits airs du Faucon maltais d'Achille Hammett, publié en 1930, qu'Humphrey Bogart a rendu culte dans le film éponyme. La matrice à laquelle ils ont affaire est possiblement inspirée du Neuromancien, qui est le premier roman de science-fiction de William Gibson, publié en 1984, soit 5 ans avant Hyperion. Il est généralement considéré comme le roman fondateur du mouvement cyberpunk. Il a aussi inspiré bon nombre d'œuvres telles que le manga Ghost in the Shell et le film Matrix, évidemment. On n'oublie pas que Terminator est apparu sur les écrans en 1984 aussi, pour devenir un autre grand classique de l'affrontement entre les hommes et leur propre création. Un autre sous-récit fera référence à l'étrange histoire de Benjamin Button de Francis Scott Fitzgerald, paru en 1922. On pourra également penser à Planète interdite, car le Grinch pourrait être né d'un esprit humain, comme chez le professeur Morbus du film, incarné par le grand Walter Pidgeon. Enfin, en tant que fan du Magicien d'Oz, Dan Simmons ne résiste pas à la tentation d'un hommage musical appuyé. Un projet d'adaptation à l'écran porté par Bradley Cooper existe, bel et bien, mais en espérant qu'il ne caste pas Charlotte Rampling en dirigeante sombre et machiavélique, le genre de rôle qui lui semble totalement désigné et attribué d'office. On voit Babylon AD, Assassin's Creed ou Dune. Elle peut quand même faire d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Les cantos Hyperion, grâce à leur structure particulière, la variété, la profondeur de leurs thèmes et leur nostalgie d'une planète Terre disparue, restent une œuvre marquante qui devrait être disponible dans toutes les bonnes médiathèques municipales et dans toutes les librairies d'occasion qui se respectent. Ah, message reçu. Alors au revoir, à bientôt. Et n'oubliez pas, la littérature SF, c'est un piège.